Bonjour et bienvenue dans cette formation sur négocier son salaire, sa rémunération. L'objectif dans cette formation, c'est de vous expliquer un petit peu les bases de la négociation, quand est-ce qu'on peut le faire, comment on peut le faire, c'est quoi les bonnes pratiques, c'est quoi les meilleures manières de faire pour vous inviter à pouvoir passer à l'action de manière plus sereine et plus satisfaisante. Donc, dans un premier temps, quand est-ce qu'on négocie notre salaire? En fait, le plus souvent, on va négocier lorsqu'on a un nouveau travail, quand on est dans le cadre d'une évolution professionnelle, quand on va avoir un changement de poste, mais ça peut être également à n'importe quel moment. Il n'y a pas tant de règles en fait que ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments, on va dire, qui vont être peut-être plus opportuns et où on a un petit peu plus de chances de réussir sa négociation puis d'obtenir ce qu'on veut. Mais au fond, on pourrait le faire à peu près au moment où nous, on estime que c'est le bon moment aussi. Puis parfois, c'est intéressant de le faire un petit peu hors cadre des grands moments, parce que c'est des moments où l'entreprise, elle est pas nécessairement dans ce sujet-là, et donc on peut un petit peu se démarquer. Ça peut être aussi une piste à retenir. Puis quand on est indépendant, on peut se dire, moi, je n'ai pas un salaire à négocier. Non, mais néanmoins, on a à négocier ses prix, ses tarifs, comment fixer ses prix. Donc, pour vraiment la partie fixer ses prix, je vais faire une formation dédiée à ça. Mais ici, on va vraiment aborder la partie négociation et rémunération. Et au fond, quand on est entrepreneur et qu'on fixe ses prix, on doit penser à c'est quoi la rémunération que je veux avoir. Il y a des gens, ils fixent des prix puis ils ne se demandent pas combien ça va leur faire au bout du compte à la fin de l'année. Donc forcément, dans ces cas-là, ils vont avoir un petit problème, c'est qu'ils vont se dire, ok, j'ai beaucoup travaillé, mais comme j'ai pas mal géré mes prix, j'ai pas les conditions de rémunération que j'aimerais avoir. Donc toutes ces notions-là sont vraiment extrêmement importantes, quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve. Donc on va vraiment parler de la négociation de salaire en tant que telle. Et vous verrez, j'en parlerai à la fin, on va parler un petit peu du rapport à l'argent. Tout simplement pourquoi? Parce que ici, je vais vous expliquer comment on fait pour négocier sa rémunération et son salaire, un petit peu les bonnes pratiques. Mais parfois, en fait, ce qui bloque les gens, c'est pas toujours comment faire pour aller négocier, c'est quand le bon moment, c'est quand les bonnes ressources, etc. Il y a des gens qui se disent, moi là, ça je sais faire. Parfait. Mais parfois, le problème, c'est de dire, mais j'ose pas y aller. J'ose pas en parler. Et là, c'est pas qu'on ne sait pas comment négocier, c'est qu'on a peur de le faire, qu'on n'a pas la capacité à agir. Et dans ces cas-là, c'est plutôt dans notre rapport à l'argent. Donc, je vais en revenir brièvement, mais il y a également une formation spécifiquement dédiée à ça, parce que c'est un point un petit peu particulier et qui demandait d'être fouillé. Alors, la négociation de salaire, donc, un fait simple, unique et universel, négocier. Puis j'insiste bêtement sur ce mot négocier, mais si vous regardez la définition de négocier, négocier, ça veut dire discuter en vue d'obtenir. Ok? Ça paraît bête comme ça, mais il y a énormément de gens, quand ils rentrent en négociation, ils ne veulent pas négocier, ils veulent imposer leur point de vue. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de négociation qui tienne si on n'est pas prêt à discuter. De part et d'autre d'ailleurs. Une négociation, ça part du principe que les deux parties ont envie de discuter. Ce qui veut donc dire effectivement qu'il y a vraiment un bon timing pour négocier. Le bon timing pour négocier, c'est quand les deux parties sont OK pour le faire. Si vous allez voir votre manager, votre responsable, votre patron ou votre client, etc., puis vous lui dites « je voudrais qu'on parle des prix », puis qu'il vous dit « non, pour moi, c'est pas le bon moment », il n'y aura pas de négociation possible. Parce qu'il n'y aura pas de discussion. S'il y a une personne qui vous dit d'emblée « moi, je ne veux pas négocier », ça ne fonctionnera pas. Moi, j'ai été en libéral pendant 11 ans. Moi, j'avais un prix qui était défini par séance d'accompagnement thérapeutique avec les clients particuliers. C'était pas négociable mon tarif. Il y a des gens qui arrivaient en me disant « écoutez, voilà, je voudrais discuter du prix, etc. parce que ceci, parce que cela ». Je disais tout de suite à la personne « écoutez, j'entends ça, mais moi, mon tarif n'est pas négociable. Si vous voulez venir moins souvent parce que vous n'avez pas les moyens, c'est correct. Si mon prix, ça ne vous convient pas, allez travailler avec quelqu'un d'autre. » Il y a des tas de gens qui font d'autres tarifs, qui sont prêts à travailler différemment. Il y a des possibilités de travailler gratuitement. Donc là, clairement,
pour moi, il n'y avait pas de négociation possible. Mais je le disais d'emblée aux gens. Donc effectivement, ça ne se négocie pas. Mais dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, etc., il y a toujours cette phase de négociation qui existe en général. Mais il y a des espaces où c'est pas négociable. Quand vous allez au supermarché, vous négociez pas les prix, ils sont affichés. Après, parfois, ça peut arriver dans certains espaces, c'est quand il y a des soldes ou quand il y a du matériel qui a déjà été utilisé, il y a parfois des petites zones de négociation. Si vous allez dans les marchés aux puces ou dans d'autres espaces comme ça, là, c'est des espaces de négociation qui sont connus. Mais vous voyez bien que, parce que c'est un cadre où on sait qu'on est OK pour que les deux parties discutent. Donc, le premier préalable, c'est d'être conscient que les deux sont OK pour parler du sujet. À partir de là, il va y avoir cet échange qui va se créer et qui va se construire entre les deux parties. Chacun va avancer son argumentaire. Mais pour avancer son argumentaire, ça veut dire qu'il y a un argumentaire. Si vous vous amenez dans une négociation de salaire et que vous savez ni ce que vous voulez, ni combien vous valez, ni d'où ça vient, etc., bah c'est sûr, ça va être très compliqué en fait, puisque vous n'êtes pas prêt. Donc, n'allez pas négocier un salaire sans être prêt. Donc, on comprend bien que dans une négociation de salaire, il y a un bon moment. Le bon moment, c'est quand les deux sont prêts à discuter du sujet et qu'on est OK pour en discuter. Et puis qu'effectivement, on a été préparé au préalable et qu'on sait à peu près ce qu'on veut, pourquoi on le veut, etc. Donc n'oubliez pas, une négociation de salaire, que ça se fasse parce que c'est une prise d'embauche, parce qu'il y a une évolution de poste, de mission, de fonction, ou parce que je pense que ça fait longtemps que je suis dans l'entreprise et que je mérite, il y a un projet en arrière qui sous-tend tout ça. T'sais, allez voir les vidéos justement sur mon projet professionnel, etc. Si vous n'arrivez juste avec une augmentation de salaire sans un projet ou quoi que ce soit, il y a quand même peu de chances que les gens ont envie de vous entendre. On ne va pas vous augmenter juste pour votre bonne tête. On va vous augmenter parce que vous avez des compétences, des savoir-faire, vous avez mis en place des choses, puis vous avez un projet qui va se construire dans l'entreprise. On va vous payer parce que vous apportez quelque chose. C'est le principe d'un salaire dans un travail, c'est que j'apporte une valeur ajoutée et l'autre me donne de l'argent en contrepartie. Un travail, un salaire. Si je veux avoir un salaire plus important, il faut que je montre comment je vais apporter de la valeur ajoutée dans mon travail. Donc ça sous-tend un projet en arrière, au préalable. Bon, imaginons que vous avez votre projet, tout est clair et tout, puis vous vous dites que vous allez aller négocier. Comme je vous le disais, il faut se préparer. Pour se préparer, effectivement, ça veut dire qu'on doit faire des demandes qui sont en cohérence par rapport à qui je suis, par rapport à mon marché, par rapport à mes objectifs. Donc une première chose, c'est effectivement de connaître son marché. Pour connaître son marché, comment on fait ? On se renseigne. On va regarder les tendances du marché de l'emploi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres ? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup ? Est-ce que je suis sur un marché en tension ou pas ? C'est quoi qu'on appelle un marché en tension ? Un marché en tension, c'est quand il y a beaucoup d'offres de postes et qu'il n'y a pas tant de candidats qui ont envie de le faire. C'est ça qu'on appelle un marché en tension. Donc là, effectivement, on peut avoir des marges de négociation qui vont être plus vastes. Parce que si les entreprises ont besoin de personnel et qu'il n'y a pas beaucoup de monde en face, forcément, ça va être très tendu sur le marché pour l'entreprise. Quand on est dans l'autre position, là, il y a moins de marge de manœuvre. Mais néanmoins, il y en a quand même. On peut montrer qu'on est le meilleur candidat. Ça demande de bien connaître ses compétences, ses savoir-faire et comment on a notre propre unicité à l'intérieur de ça. Donc, connaître son marché, c'est aussi voir un petit peu les tendances, les évolutions, ce qui se fait, ce qui se passe, quels sont les besoins. C'est quoi, moi, ma valeur ajoutée à l'intérieur de tout ça. Et c'est aussi connaître les conditions de rémunération. C'est quoi la rémunération en moyenne qui se pratique dans mon secteur d'activité. Donc, par rapport à ça, allez regarder aussi des études de rémunération. Moi, celle que je peux vous proposer, c'est les études de Hays, qui est un cabinet de recrutement. Ils en sortent tous les ans. Il suffit de rentrer votre mail, etc. Puis vous recevez elles sont plutôt bien faites parce qu'elles se font par secteur d'activité, par poste, par expérience. Ça vous donne vraiment des tendances parce qu'ils les réactualisent très régulièrement. Donc c'est plutôt assez bien fait et assez intéressant. Et ça donne une bonne idée, mais il y en a d'autres. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à parler un peu autour de vous pour avoir vraiment un peu une idée de ce qui se pratique. Parce qu'effectivement, si dans le marché, le poste que vous briguez, on va dire qu'en moyenne, il est entre 35 et 40 K, et que vous demandez 60, tu sais, je dis pas que c'est infaisable.
Je dis juste que là, vous allez être complètement hors marché. Vous avez intérêt à avoir solide d'arguments pour pouvoir demander à être payé beaucoup plus que le marché. Donc, faites pause, ou après cette vidéo, prenez un moment vraiment pour aller faire les exercices, puis aller regarder c'est quoi les tendances, est-ce que c'est un marché en tension, qu'est-ce qui joue dans votre domaine d'activité, quels sont les besoins, quelles sont les attentes, quelles sont les études de rémunération, puis notez tous les éléments qui sont clés, qui vont vraiment vous donner une tendance de votre marché. Tu sais, si vous ne le faites pas régulièrement, effectivement, ça va être quand même un assez gros travail. Mais l'enjeu, en fait, c'est de le faire régulièrement dans sa pratique quotidienne, puis sans arrêt d'aller un peu voir ce qui se fait, ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se fait sur un marché, parce que ça va vraiment vous donner une bonne idée des pratiques dans votre domaine et pouvoir vous réajuster aux besoins en bonne intelligence. Le deuxième point, qui va être extrêmement important, j'en ai déjà un peu évoqué, c'est connaître sa valeur. Au fond, en fonction de mes études, de ma formation, de mes expériences, de mes formations continues, des secteurs dans lesquels j'ai pu intervenir, etc., c'est quoi la valeur que moi je pense que je vaux? Est-ce que c'est un peu au-dessus du marché? Est-ce que c'est un peu en dessous du marché? Je suis plutôt débutant, peut-être que je suis un peu dans la fourchette basse, peut-être que c'est un nouveau secteur d'activité que je veux aborder, donc du coup j'ai de l'expérience dans d'autres choses, du coup je vais être un peu intermédiaire. Est-ce que vraiment je pense que je suis un peu un expert aujourd'hui dans mon domaine, donc du coup est-ce que je vais être plutôt dans la fourchette haute? Donc observez comment les choses elles se jouent à l'intérieur de votre petite économa, on va dire, puis dites-vous, au fait, ok, combien je pense que moi, au regard de tout ça, ça peut être ma bonne rémunération. Et puis, il y a une autre chose qui va être important aussi pour bien se préparer, c'est connaître c'est quoi mon minimum à vivre. C'est quoi le minimum à vivre? C'est vraiment combien j'ai besoin à tous les mois pour pouvoir vivre. Tu sais, et c'est vraiment le minima. Mais notre minima, en fait, ça se calcule de façon très simple. Hein. Un petit exercice qu'on fait peut-être pas assez souvent. Mais je prends un papier, un crayon, puis je vais noter point à point. C'est quoi les prêts? C'est quoi les loyers? C'est quoi l'eau, l'électricité, le gaz, les abonnements téléphoniques, l'essence, la voiture, les abonnements aux plateformes vidéo, à des centres de loisirs? Est-ce que j'ai la cantine pour les enfants, des écoles? C'est quoi les loisirs, l'argent que j'ai pour les courses alimentaires, pour les vêtements, les vacances aussi, etc. Vraiment, soyez exhaustifs. Prenez vos relevés de compte bancaire, notez les choses, voyez les abonnements récurrents, voyez les choses qui reviennent, mais faites aussi des tendances globales de combien je dépense par mois pour mon alimentation, pour mes courses, pour mes loisirs. Puis vraiment, faites attention, je sais que parfois la notion de loisir, elle est pas mise en fait dans les budgets parce que les gens, ils regardent juste leur charge. C'est à tous les mois, puis le restant, en fait, ils ne le comptabilisent pas. Mais si vous ne le comptabilisez pas, vous n'aurez pas une vision sincère et honnête de combien ça vous coûte, votre vie. Ça va vous donner vraiment une base de vos dépenses récurrentes. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire que ce que je vaux ou le marché est peut-être bien au-delà de ce qu'est mon minimum, mais ce chiffre-là, il faut l'avoir en tête parce que si vous acceptez moins, vous allez vous mettre dans des difficultés financières, peut-être. Pourquoi je mets peut-être? Parce qu'effectivement, une fois que j'ai noté tout ça, puis vraiment, je vous invite vraiment, j'insiste sur faites pause, prenez le temps, ou après la formation, prenez le temps, allez regarder vos éléments, puis notez-le là dans votre PDF là, pour vraiment avoir ce chiffre qui va être important. Et pourquoi en fait ce présupposé de base, il est important, mais il peut effectivement être fluctuant, c'est que parfois on est dans des situations de vie qui peuvent être fluctuantes. Parfois on va se dire, ok, moi je sais que je veux changer de secteur d'activité, ou parfois je vais même monter une entreprise, c'est sûr qu'il y a peu de chances, si j'avais une très belle rémunération, il y a peu de chances que j'ai 10 000 clients d'un coup, qui fait que je vais avoir la même chose, donc probablement ça va prendre un peu de temps, donc je vais avoir un temps de baisse de rémunération. Parfois on peut se dire, ok, je vais avoir pendant X mois une baisse de rémunération, mais après je pense que je vais pouvoir atteindre ce que je veux, ce qui fait que ça va être cohérent, puis c'est ok. Mais parfois, je vais me dire, ok, ma vie a changé. Tu sais, je sais pas, moi, si je prends une famille qui avait des enfants à charge, puis qui tout d'un coup, les personnes, elles ont trouvé un travail, elles sont autonomes, c'est sûr que j'ai moins de besoin pour partir en vacances aussi. Avant, on partait à 4, on part à 2. C'est sûr que ça va pas faire les mêmes sommes. Donc, au fond, parfois, il y a des périodes de notre vie où, au fond, nos charges, elles vont être fluctuantes. Et donc, ça peut nous permettre de nous dire, tiens, moi, mon minimum, comme il est en train de changer,
Même si là, je le calcule tel mais comme je sais que dans 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, j'en sais rien, les enfants vont partir, ben, je peux peut-être me permettre une baisse de salaire et de rémunération parce que de facto, je vais avoir moins besoin. Après, je peux aussi dire, ben, ok, on va faire des rognes parce que c'est un projet qui est important, donc on va peut-être moins partir en vacances, on va peut-être moins faire de ceci, etc. Tout simplement parce que ça va nous permettre d'avoir une qualité de vie, de travail, ou vivre une nouvelle expérience qui va être intéressante pour la personne. Ensuite, on va faire une petite synthèse de tout ça. Donc on va prendre en fait la réalité du marché, on va prendre mon minimal, on va prendre ce que je pense que je vaux. Puis je vous invite vraiment à prendre un moment, puis à noter ici. Ok, c'est quoi mon minimum que je veux? C'est quoi que je pense que je vaux? Notez ces 2 chiffres en fait. Ce que vous valez doit quand même tenir compte de la réalité du marché, comme je vous le disais. Ou alors je vous dis que vous avez intérêt à avoir de solides arguments. Ce minimum, puisque vous pensez que vous valez, ce n'est pas les chiffres que vous allez donner à votre futur employeur, à votre manager, whatever. Tout simplement parce que ça, c'est les chiffres que vous avez pour vous, qu'il faut avoir en tête quand vous allez faire une négociation, pour ne pas descendre en dessous. Puis, je sais ce que beaucoup de gens croient, c'est qu'ils se disent, si moi, je sais que mon minimum, c'est ça, je ne vais pas aller en ça, je ne vais pas accepter une proposition. Parfois, on se dit, oh là là, j'aime tellement cette entreprise, j'aime tellement ce truc, on a demandé, je sais pas moi, 30K, puis l'entreprise vous dit, moi je peux faire que 28, puis on se dit, moi 30 c'est mon minimum, quoi. Ouais, mais 2000 près, bon, ça fait tant par mois, là. Peut-être ça peut passer, ou peut-être pas. Mais en tout cas, vous avez intérêt à sacrément le regarder, puis à voir sur quoi vous allez devoir rogner, parce que sinon, au bout d'un moment, il va y avoir de la frustration. Puis quand on est frustré dans son travail, parce qu'on n'est pas payé pour pouvoir vivre correctement, ça devient très difficile à gérer. Donc, notez ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va parler au moment de la négociation? On va parler de fourchette de prix. C'est-à-dire que dans cette idée de négocier, on se rappelle, je vais expliquer, discuter, poser les choses. Si on arrive avec « moi, je veux tel chiffre, 30K », c'est sûr que... Elle est où la marge de manœuvre? C'est ça que je veux, point la ligne. Donc, pour pouvoir être dans un chemin d'ouverture et de discussion, on va proposer une fourchette. Donc, si je reviens avec mon exemple de 30K, on va se dire, je veux entre 28 et 33, par exemple. Ce qui va se dire, sachant que, imaginons que mon minimum, ce soit à 25, ou à 26, ou même à 28. Tout va dépendre de ce qui vous paraît adapté. Dans ces cas-là, je vais faire cette demande. Ok? Évidemment, n'oubliez pas d'être cohérent. Si vous dites une fourchette entre 28 et 33K, et que l'employeur revient en vous disant « moi je vous propose 28 », évidemment que vous pouvez continuer à discuter en disant « écoutez, ok, je comprends que c'est 28, moi j'aurais quand même été plus ouvert sur 30, parce qu'effectivement je trouvais que ceci, cela, que j'ai tel et tel savoir-faire, tel et tel machin, etc., ceci, cela, etc. » Donc je trouve qu'il y a toute une série d'arguments qui font que j'aurais plutôt vu 29 ou 30. Et puis là, on peut en discuter. Mais à un moment, vous ne pouvez pas dire « Ah non, mais moi, je n'irai pas en dessous de 30, là, c'est impossible. » Parce que si vous avez décidé au début de donner une fourchette à 28, c'est qu'à un moment, le 28, il était cohérent pour vous. S'il ne l'est pas, c'est simple. Dites 30 comme minimum, mais pas 28. Donc vraiment, faites attention que votre fourchette, ça veut dire que vous êtes vraiment prêt à l'accepter. C'est pas quelque chose comme ça qui sort de nulle part, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, ensuite, on a un autre élément qui est intéressant à comprendre, c'est le salaire versus la rémunération. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que dans la vie, il y a 2 choses. Il y a le salaire et la rémunération. Le salaire, au fond, c'est la somme d'argent qu'on va vous allouer tous les mois, que vous allez toucher sur votre fiche de paye, et qui va avoir un ensemble de charges et qui va dépendre derrière, effectivement, de vos systèmes de retraite, etc., etc. Donc ça, c'est souvent ce dont on parle. Et il y a un aspect qu'on oublie souvent dans la négociation, c'est la partie rémunération. La rémunération, c'est le salaire plus toute une série d'autres éléments qui peuvent être intéressants et qui peuvent ouvrir le champ des possibles. Si à un moment, en termes de salaire, l'entreprise ne peut pas vous proposer davantage, dans ces cas-là, je vais vous inviter effectivement à ne pas bloquer sur le salaire, mais pourquoi pas ouvrir sur la rémunération si vous y êtes prêt. Qu'est-ce qu'on va ajouter dans la rémunération? Ça peut être des primes.
des primes à l'objectif, des primes à la qualité de travail, des primes à l'investissement, etc. Ça peut être des intéressements, l'intéressement qui va tomber en général tous les ans sur les résultats de l'entreprise. Ça peut être des actions aussi, hein, pourquoi pas. Ça, dans ces cas-là, c'est plus du capital, hein, mais ça permet à un moment, si on les revend dans le temps, de se faire un peu d'argent. Ça peut être les véhicules de fonction ou de service. Ça peut être aussi la prise en charge d'une formation en disant bah tiens, moi je vous propose de me payer telle formation qui va être une plus-value. Ça peut être négocier un temps partiel. Moi un jour j'ai un client qui a fait ça et c'était assez intéressant parce que on y avait. C'est quelque chose qui lui est venu parce que il était face à une entreprise qui l'intéressait énormément. L'entreprise était vraiment intéressée à travailler avec lui. Sauf qu'il s'est passé quelque chose dans la négociation, c'est qu'à un moment, l'entreprise dit bah, moi, je comprends que vous valiez plus et que ce que vous demandez est absolument cohérent, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas les moyens de payer ça. Le candidat que j'accompagnais, lui, il était vraiment dans le goût de prendre, il a compris que l'entreprise n'était pas capable de payer plus. Mais lui, il ne voulait pas, tu sais, comme accepter ça, qui était vraiment en deçà, puis il aurait pu trouver ailleurs, mais le projet l'intéressait. Puis il a dit, bah, dans ces cas-là, je vous propose pour ce tarif-là de travailler 4 jours semaine. L'entreprise a dit OK. L'entreprise, elle a dit oui parce qu'elle s'est dit, moi, je préfère avoir cette personne 4 jours que pas du tout. Puis je sais que je n'ai pas les moyens de me payer quelqu'un comme ça à temps plein. Donc un 4/5e, c'est super. Lui s'est dit, bah, moi, je ne suis pas en deçà de mon minimum. J'ai quand même de quoi vivre aisément en ayant ça, cette somme d'argent-là. Mais le intérêt de l'avoir sur 4 jours, c'est que moi, j'ai une journée que je peux consacrer à des loisirs, à ma famille, etc. Et avoir une autre qualité de vie. Donc ça, c'est ce qui est arrivé. Dans la rémunération, vous avez aussi tout ce qui est de l'ordre des tickets restaurants, des chèques vacances et autres avantages que peut proposer une entreprise. Mais bien évidemment, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, inventer, proposer, créer et élaborer avec votre futur employeur. Donc moi, ce que je vous propose, là à nouveau, faites pause, prenez un moment, puis notez dans les éléments que je vous ai présentés ou dans d'autres que vous pouvez inventer, imaginer, quels sont les éléments de rémunération qui pourraient vous intéresser et qui pourraient être une plus-value pour vous dans votre travail et dans votre rémunération, de vous dire, bah tiens, moi si j'avais ça, ou si j'avais ça, ou si j'avais ça, ça pourrait être intéressant. Ce qui va à nouveau vous donner votre marge de négociation. Là où vous pourriez être ouvert, il pourrait être intéressant pour vous. Alors, les moments pour négocier, j'en parlais un peu au début, effectivement. Donc, il y a vraiment la prise de poste. Ça, c'est le meilleur moment, c'est le moment où c'est le plus facile parce que tout le monde est dans le besoin, etc. Et que les enjeux sont vraiment pas du même ordre. Donc, ça, c'est un peu le Graal du Graal. Mais il y a vraiment tous les moments où on est en évolution dans sa carrière. Donc, ça peut être ponctuellement parce que ça fait quelques années qu'on est là, ça peut, parce qu'il y a une évolution de poste, parce qu'il y a un projet. Je vous le disais en préalable, et il y a un projet en arrière pour négocier une rémunération, une augmentation de salaire, quelque chose. C'est juste s'augmenter pour s'augmenter parce que je suis là, il y a peu de chances que ça, c'est pas un argument suffisant. Aujourd'hui, il faut vraiment étayer et argumenter les choses. Donc, ayez un vrai projet, ayez préparé votre argumentaire, puis là, tous les possibles sont possibles. Donc, je sais aussi que parfois on hésite un peu à aborder ces sujets parce que souvent ce n'est pas des sujets avec lesquels on est très à l'aise, en tout cas en France et en Europe. Soyez bien conscients que du côté de l'entreprise, il n'y a pas de tabou à parler d'argent. Une entreprise, c'est vraiment une organisation qui est faite pour faire de l'argent. Donc elle, parler d'argent, ce n'est pas un sujet tabou. Donc ça ne doit pas l'être pour vous. C'est normal de parler d'argent. On travaille pour de l'argent. Et pour des tas d'autres raisons aussi, mais on travaille notamment pour ça. Donc, c'est important de poser les choses au bon endroit. Aller négocier son salaire, sa rémunération, c'est envoyer aussi des messages clairs à l'entreprise, comme quoi on est convaincu de sa propre valeur et de ce qu'on est capable d'apporter, parce qu'on a un projet en arrière, mais aussi ça montre qu'on a envie de continuer de cheminer avec l'entreprise. Sinon, on va mettre son CV sur le marché du travail, mais l'idée d'aller voir son employeur, c'est de dire, moi, c'est avec toi que j'ai envie de continuer. Donc forcément, si je suis prêt à m'investir, à progresser, comment toi, tu m'accompagnes à l'intérieur de ça? Donc, je vous invite ici à noter. C'est quoi le moment où vous avez envie de négocier? Quand est-ce que vous allez l'aborder? Si vous avez envie de négocier votre salaire. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que c'est le cas.
Donc prenez un engagement avec vous-même pour aller passer à l'action. Et vous dites, bah tiens, je vais le faire dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 6 mois ou allez, demain, bam, je prends rendez-vous avec mon patron, puis bam, allez, je me lance dans la bataille, puis je verrai bien quand j'ai rendez-vous. Sachant que j'ai bien tout préparé, mon projet, j'ai tous mes éléments sur mon marché, sur ce que je vaux, sur ma fourchette, etc. Et puis, si on observe des blocages, à ce moment-là, tu sais, vous avez compris comment on devait négocier, comment on devait être préparé, que effectivement, c'est un sujet qu'il faut savoir aborder dans le cadre d'un projet. Si là, effectivement, vous vous dites, ouais, mais moi je vois que j'ai des blocages, que c'est difficile, ou si vous vous dites, allez go, j'ai écrit ça, puis je vois bien que je passe pas à l'action finalement, je trouve toujours une bonne raison, parce que je trouve ça difficile, parce que je suis pas à l'aise avec ce sujet-là, etc., etc. Comme je vous le disais, je vais vraiment vous inviter à aller regarder la vidéo sur le rapport à l'argent. Simplement pourquoi? Parce que très rapidement, en fait, notre rapport à l'argent, d'où il nous vient de notre enfance, de notre éducation, de nos valeurs, de nos situations financières également. Et en fait, ce rapport, il va évoluer tout au long de notre vie. Et lorsqu'on est enfant, bien souvent, notre rapport à l'argent, il n'existe pas trop. L'argent, ça n'a aucune valeur. Tu sais, c'est nos parents qui disent on peut pas, c'est possible, c'est pas possible, etc. Mais tout ce qu'on veut, on va l'obtenir comme ça, là, tu sais, sans avoir aucune conscience qu'il y a de l'argent en arrière. Puis d'ailleurs, combien on voit d'enfants quand les parents vous disent j'ai pas d'argent, ils vous disent va donc dans le distributeur là qui distribue des sous, puis prends-en. C'est parce qu'ils n'ont pas cette notion d'économie. Au fur et à mesure du temps, on va prendre conscience. Parfois parce que, évidemment, on va grandir, donc on va commencer à plus entendre parler de ça, à plus comprendre qu'il y a des choses qui sont possibles pour les uns et pas pour les autres. On va commencer à observer des différences économiques entre les uns et les autres. On va aussi, parfois, parce que les parents vont donner un petit peu d'argent de poche, ou parfois vont donner des sous pour aller faire une course, un machin, etc. On va commencer à comprendre cette réalité économique et ce rapport à l'argent qui va petit à petit se construire, en fait, dans notre éducation et qui va nous donner un autre niveau de conscience. Mais ça va aussi conditionner notre rapport à l'argent. Et plus on va grandir, plus ce rapport-là, en fait, il va se complexifier. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir aussi un rapport à l'argent qui va être constitué avec toute une série d'idées reçues et d'introjections qu'on va acheter, en fait. Et quand on veut travailler notre rapport à l'argent, c'est tous ces éléments-là qu'il faut avoir en conscience. Et puis, il y a des choses qui vont dire l'argent ne fait pas le bonheur, ou l'argent n'a pas d'odeur, ou l'argent ne pousse pas dans les arbres, ou les riches, c'est tous des cons. Tu sais, quand on porte trop d'introjections sur l'argent, parfois c'est compliqué en fait d'aller en négocier parce qu'on a l'impression qu'on va pas être la bonne personne ou pas la bonne place. Et quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, peut-être l'argent ne fait pas que le bonheur, mais avoir de l'argent, ça aide à bien des choses dans la vie et dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Mais si on porte vraiment ça, c'est sûr que pourquoi les négocier son augmentation de salaire ou de rémunération si on pense que de toute façon ça ne va pas nous aider à être mieux dans notre vie, etc. etc. Donc en fond, notre rapport à l'argent conditionne énormément de choses dans notre vie, dans nos capacités à évoluer et à négocier et à parler d'argent. Donc si vraiment c'est quelque chose, vous pensez que ça crée des blocages, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Un petit aparté pour conclure vis-à-vis des entrepreneurs et fixer les prix. Donc comme je le disais, il y a une vidéo qui est dédiée en fait à ça que je peux vous inviter à aller regarder. Mais rapidement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'ici, effectivement, si vous êtes entrepreneur, vous avez compris comment négocier, comment comprendre votre marché, comment comprendre effectivement votre valeur, qu'il y a des bons moments à faire et le principe de la négociation, j'y reviens. Donc négocier, c'est quoi? C'est la capacité à discuter quand les deux parties sont OK pour discuter. C'est le principe d'une négociation. Mais effectivement, dans fixer un prix, il y a des tas d'autres éléments, les coûts de revient, les marges, positionnement stratégique, etc. Et tout ça va être abordé dans cette vidéo. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous êtes entrepreneur, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Voilà en tout cas ce qu'il en était et ce que je peux vous dire sur la négociation de salaire et donc de rémunération. Je vous souhaite une bonne continuation avec tout ça. Je vous dis au revoir et au plaisir.